Adam Bros presents. That was a fall off from season 2, but Attendez, je vais monter un peu ma cam parce que s'il y a beaucoup d'Américains qui parlent, j'avoue, je vais monter un peu ma cam, comme ça on voit les bons. then it cratered. It fell off a cliff. This is embarrassingly bad, way worse. Il parle de The Witcher. Je le sais. En fait, j'ai entendu les avis sur The Witcher. Rien qu'au ton de sa voix, je sais qu'il parle de The Witcher. Il y a que cette série qui a rendu des Américains complètement fous là dernièrement. Than anyone could have possibly expected. J'ai l'impression qu'il y a plein de bonne volonté, mais je suis désolé, mais merde. J'ai l'impression que ça fait cheap de fou. Quoi? Non, c'est vrai, ça fait cheap de fou. Mais c'est pas grave, c'est goofy. Nothing's gonna stand in our way! Bon, par contre, un des trucs qui fait effectivement cheap de fou, Nothing's gonna stand in our way! c'est quand même la proue du bateau qui ressemble à un truc fait en plâtre et pas peint, un peu gaze. Moi, je préférais le truc dans l'animé avec juste une tête de mouton sympa. Parce que là, ça fait un peu... Bref. Un carnage à la proue du bateau quand même. Hein. Mais je n'ai jamais... Ouais, mais après, la proue du bateau est blanche hein, dans l'histoire, dans l'animé. Donc c'est normal qu'elle soit blanche. Mais par contre... je sais pas, peignez-la en blanc, essayez d'enlever les espèces de trucs de plâtre, bref. Après, ça a son charme, hein, je sais pas. pris autant de plaisir Ouais, ça fait un peu work in progress, oui, je suis d'accord. devant une série Netflix que depuis Stranger Things. Il y a de l'action, il y a de l'humour, c'est plutôt bien fait, bien filmé et bien joué. La série... Pardon. J'étais en train de me dire, mais attendez, Adam Bros est devenu noir? Pardon. One Piece vient tout juste de sortir et contre toute attente, elle semble avoir ravi les fans. Et ça tombe bien, car Netflix a misé gros sur le programme avec une campagne de marketing omniprésente, un budget quasi sans précédent pour l'adaptation d'un des mangas animés. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai pas vu, comment dire, mais j'ai vu que ça existait. L'acteur de Luffy qui a rencontré Oda. En vrai, ça donne envie, j'ai envie de voir cette vidéo. Mais je la regarderai de mon côté, mais je l'ai pas vu du coup. Les plus populaires de tous les temps. Si les premiers retours sont plutôt rassurants, il faudra voir si la série rencontre vraiment le grand public sur les prochains La baraque d'Oda, c'est Goofy Shitland. précédents pour l'adaptation d'un... Moi, vous savez quoi, c'est mon rêve. Hein. Moi, c'est mon rêve de terminer ma vie en ayant passé des dizaines d'années dans un petit atelier comme ça, entouré de bricoles bizarres, à passer mon temps à rêver, à écrire des histoires. Moi, c'est mon rêve. Hein. Mais bon, bientôt les IA nous remplaceront. C'est peut-être les derniers à profiter de ce rêve, hein, je sais pas. mangas animés les plus populaires de tous les temps. Si les premiers retours sont plutôt rassurants, il faudra voir si la série rencontre vraiment le grand public sur les prochains jours. Je me suis donc dit que c'était l'occasion parfaite pour aborder la stratégie de Netflix vis-à-vis de ses succès et de ses flops. Et même d'enfin percer le secret derrière ces derniers, et je crois avoir des éléments inédits très intéressants à vous proposer. Déjà, Ok. De la part d'Adam Bros, ça me fait un peu peur, quoi. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? il faut définir ce qu'est un flop, un échec pour le géant du streaming, et ce qui est un succès. S'il est assez simple d'énumérer les nombreux succès comme Orange is the New Black, House of Cards, La Casa de Papel, Bridgerton ou Squid Game, Alors, la Casa des Papel, c'est en train de s'écrouler, hein. Je pense que là, c'est finito, la Casa des Papel. Moi, j'ai essayé de regarder la saison 3. Je crois que j'ai regardé... J'ai quand même bien regardé, hein. J'ai regardé 8-9 épisodes. Ça m'a saoulé. Oh là là, quelle purge. Les premiers épisodes, à la limite, je me disais, ok, en gros, il y a Jean-Michel, il est en couple avec Moufette Maigre, et il se fait attraper par la police, et du coup, ils vont faire un braquage pour le sauver, et c'est tout, quoi. Après, il se passe plus rien d'intéressant. il y a plus de débats sur les échecs. Il faut alors identifier et différencier deux types de flops, le flop critique et le flop commercial. Le flop critique est un programme qui va réaliser des audiences correctes, mais dont l'accueil est au mieux mitigé, au pire très hostile. Je pense évidemment au film Death Note, sorti en 2017, qui s'est fait massacrer par les critiques, ou même l'adaptation en série de Cowboy Bebop, même si en l'occurrence elle rentre aussi pour le flop commercial. Mais, putain, le pire dans Cowboy Bebop, c'est que moi, à la base, j'aime tellement l'animé, qu'il y a des moments où je me suis amusé dans le live action. Mais par contre, à la fin, en conclusion, je me suis dit, ah ouais, c'était nul.
Ou même l'adaptation. C'était bien en vrai. Non, arrêtez de mentir. En fait, premier épisode, t'es là, tu te dis, ok, c'est pas mal. Et en fait, au bout de 5-6 épisodes, moi, quand je regarde une série et que je commence à faire un truc à côté, c'est que je me rends compte moi-même que je me dis, ok, c'est que la série est pourrie. Parce qu'en fait, des fois, je mate la série et la série est en train de devenir de la merde, mais j'en ai pas encore conscience parce que j'ai pas le recul de finir la série pour me dire, ok, c'était de la merde en fait. J'ai l'impression, je me dis, ok, peut-être l'histoire essaye de m'emmener quelque part et elle va me surprendre. Mais physiquement, la première chose qui fait que je sens que ça commence à être de la merde, c'est que j'ai besoin de faire autre chose à côté. Genre, et dernièrement, ça m'a fait ça avec Promise Neverland. La première série, j'étais en haleine. Je pouvais pas, en fait, j'avais besoin de rester devant mon écran et de voir ce qui se passait. La première saison, la deuxième saison, au bout de 3-4 épisodes, j'ai commencé, je sais plus, je me rasais les jambes en même temps, un truc comme ça. Bon, bref, c'est là que et après, quand j'ai fini la série, je me suis dit, ah ouais, c'était de la merde quand même. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai décroché, bref. Adaptation en série de Cowboy Bebop, même si en l'occurrence elle rentre aussi pour le flop commercial. Mais plus récemment, la série qui était censée relancer la saga Resident Evil cumule une moyenne de 3,8 sur 10. Je sais même pas que c'était... Elle existe cette série ? Sur Sens Critique par exemple. Ça concerne alors même certains programmes qui pourtant pourraient être considérés comme des succès. Le meilleur exemple est sûrement Elite, dont Emily in Paris, moi j'ai jamais regardé. chaque nouvelle saison est plus décriée que la précédente, ou même The Witcher dans une moindre mesure. Ces échecs critiques sont évidemment renforcés par l'avènement des agrégateurs de notes comme Sens Critique, Allociné ou IMDb et Rotten Tomatoes aux États-Unis. Et sans surprise, une étude intitulée Exploring the effects of online word of mouth and expert reviews on theatrical movies box office success. publiée en 2011 prouvait déjà l'importance des reviews sur le succès ou non d'un film en salle. Ce qui nous amène donc au deuxième type de flop, le flop commercial. Et si en temps normal, le succès commercial d'une œuvre est plus simple à évaluer que sa réception critique, pour les contenus Netflix, c'est l'inverse. Bah non, mais regarde, par exemple, t'as Barbie. Il y a plein de gens qui sont en mode, ouais, on s'en branle, mais tout le monde a été le voir. Autant pour les Je veux dire, s'il y a bien un film, il y a Mario et Barbie récemment que beaucoup de gens ont été les voir. Et après, il y a Oppenheimer. Mais ça, me dites rien parce que je l'ai pas encore vu. Moi, à la base, je voulais pas voir Barbie, je voulais voir Oppenheimer. Mais Aléa, elle voulait voir Barbie avant de partir en voyage. Donc on a regardé Barbie. Je regrette pas, c'était bien Barbie. Et Oppenheimer, ça avait l'air bien aussi. On peut se dire que les séries et films qui n'atteignent pas la moyenne sur Rotten Tomatoes ou équivalent sont des échecs, sauf que pour ce qui est des audiences ou même encore des revenus d'un programme, c'est beaucoup plus complexe. Au cinéma, on sait que pour qu'un film soit un succès, il faut que son résultat au box-office en dollars double à peu près son budget de base, voire plus. Car il faut prendre en compte les coûts du marketing, les coûts cachés, mais aussi les bénéfices des produits dérivés, des ventes de copies physiques, etc. Pas une formule parfaite, mais globalement on peut se débrouiller, et d'ailleurs les journalistes sortent souvent l'information, par exemple. Alors j'ai envie de voir s'il évolue dans son angle dans la vidéo, parce que pour l'instant, si son seul angle c'est parler des chiffres et des flops et de la critique, mais en fait il va tomber dans les mêmes registres qui font que ces séries sont mauvaises. C'est ce qui font qu'en fait les boîtes de production, les gens qui donnent de la thune pour faire ces séries, font que ces séries puent la merde. J'ai envie de voir où il va. J'ai envie de voir si je peux partager son avis. Pour l'instant, je me méfie un peu. On a appris que Indiana Jones et le dernier Mission Impossible avaient respectivement perdu 100 millions de dollars. Que pour moi, mon avis, c'est que profondément, les problèmes des séries comme ça qui sortent, si elles flopent, c'est pas une histoire de les gens sont méchants, ils mettent des mauvais avis. Non, pour moi, le problème, c'est que les histoires sont mal racontées. Je veux dire, la grève des scénaristes à Hollywood, c'est pas n'importe quoi en fait. Ça n'intervient pas n'importe quand, ça intervient pendant un moment où il y a des tas de productions qui puent la merde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir se passer de scénaristes aussi. Les délais sont trop courts, oui, pour réfléchir à une histoire, et bien sûr. Pour Netflix, les chiffres sont imparfaits, voire inexistants. Enfin, ils l'étaient. Le seul moyen était donc simplement d'attendre l'annulation. Jupiter's Legacy, Fate The Wings Saga, Altered Carbon ou encore Sense8 ont toutes été annulées pour ces raisons. Elles ne sont pas parvenues à atteindre le seuil de rentabilité, malgré le succès critique de certaines. Et ça c'est vraiment dommage, parce que des fois il y a des séries, elles ont pas un engouement de fou, et après quand tu les regardes en rétrospective, c'est vraiment du poulet. Par exemple, il me semble que The Wire, c'était pas un succès.
Mais heureusement que The Wire est arrivé à son terme, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, dans les séries un peu anciennes télévisuelles américaines, c'est l'une des meilleures. Bref. Celle des sœurs Wachowski. Pour le succès, Sense8, c'était sympa. Moi, mon avis, mais j'ai déjà dit sur ce stream, et il y a des gens qui m'ont insulté. Moi, mon avis sur Sense8, c'est que le côté « oh là là, on est tous connectés, on ressent les mêmes émotions, oh là là, je fais une partouze et vous êtes tous très excités à l'idée de ressentir la partouze dans laquelle je suis », c'était bourratif parce que chaque épisode, tu te retrouvais des fois avec 8, 10, 12 minutes où c'était juste des scènes un peu ambiantes, un peu flottantes, où les personnages ils sont en extase, où ils vivent un truc, ils sont tous heureux. Et c'est bon, j'ai compris. J'ai pas besoin que tu me tartines pendant 8 minutes que le monde est joli quand on a des amis et qu'on est en connexion les uns et les autres par épisode. J'ai compris. comme dit plus tôt, c'est un peu plus simple. On peut se fier aux agrégateurs de notes avec des Oui, tu me le mets une fois, je suis très heureuse. Hein. Moi, le côté un peu ah ouais, trop drôle, partout. Une fois, c'est bien. Mais quand tu le fais à tous les épisodes, on commence à sentir que c'est oui. T'as juste envie. En fait, tu me présentes une utopie. Tu me présentes une utopie où tout le monde ressent les choses et les gens ils se comprennent parce qu'ils se ressentent profondément. Mais t'as pas, en fait, il n'y a pas de scénario si chaque épisode me rappelle que ça parle de cette utopie. Il y a un problème de développement. Pour moi, Sense8, c'est son problème en fait. C'est que la première saison, il se passait un truc. Alors je m'en souviens plus, mais je me souviens à la fin, ils vont dans une espèce de bunker avec des policiers, je sais pas quoi, et ils s'entraident tous parce qu'ils sont connectés. Il y a le policier. Je me rappelle que le début était très bien parce qu'il y a le développement d'un arc. Mais franchement, après, j'ai l'impression que c'était secondaire, c'est-à-dire que l'arc, la tension était secondaire par rapport au fait de oh là là, on est tous amis, regarde, je fais une partouze, je sais pas. C'est ça qui m'a saoulé aussi. Et donc je peux comprendre que les gens aient décroché, donc je peux comprendre que la série est pas arrivée à son terme. Par contre, peut-être que ça aurait pu donner quelque chose si c'était arrivé à son terme. J'avoue. En fait, c'est ça qui... En même temps, je comprends qu'une série puisse s'arrêter dans la logique de ces productions de séries en masse. Je comprends qu'une série puisse s'arrêter, j'ai presque envie de dire j'ai envie de dire bien fait. Mais en même temps, il y a tellement d'exemples de trucs qui pour l'époque sont sortis, on les a pas aimés, on les a pas compris, et plus tard on les a regardés, on s'est dit ah ouais, c'était quand même quelque chose. Par exemple, sur ce stream, on a regardé comment ça s'appelle ? On a regardé Freaks, le truc avec les bêtes de foire dans le cirque, tout ça. On a regardé ce film-là récemment. Bah, Freaks, à l'époque, ça a été cancel dans plein de pays. Les gens vomissaient. Et aujourd'hui, c'est considéré comme un des films les plus importants du cinéma, en fait. C'est pour ça que je me dis qu'on perd quelque chose à chaque fois qu'on rentre dans cette logique où les gens terminent pas ce qu'ils veulent faire. Est-ce que vous pensez pas que c'est important de terminer une mauvaise série quand bien même c'est une mauvaise série? Parce que le simple fait qu'elle existe, bah elle participe en fait au cinéma. Et en même temps, c'est sûr que dans un monde capitaliste, un studio peut pas se permettre de finir des mauvaises séries qui durent très longtemps. Sense8, franchement, j'ai l'impression que ça se regardait de nombril tout le temps, fatigant quoi. Ouais, je partage un peu cet avis. Ouais. La supposition de la fin en suspension, ça a fait couler plein d'encre. The Wire, ça a failli être annulé après la saison 1, les gens trouvaient ça trop complexe. Saison 2 a tout explosé et HBO a continué sur cette lancée. Ok, c'était ça. Ok, bon. Comme Arcane, Dark ou Ozark qui vont venir s'ajouter aux... Ozark, éclaté. La saison 1, c'est bien. Mais après, bordel de merde. En fait, moi, je suis dégoûté parce que à l'époque où je vivais avec ma mère, il y avait quelques séries que je lui montrais parce que j'aime bien passer un moment avec ma mère et mater une série ou un film, c'est un moment qu'on a toujours fait, qu'on aime bien. Et j'ai toujours essayé de lui montrer des trucs que j'aimais bien. Et Ozark, ça a fait partie des trucs que je lui ai montrés et on avait accroché. Et désolé, mais la saison 2, on s'est senti trahi en fait, parce que c'était éclaté. Dark, série de dépressifs par excellence, mais c'est incroyable. Moi j'avoue que j'ai maté la saison 1, c'était pas mal. Et la saison 2, en fait, c'était
Ou la saison 3, je sais plus. Mais en tout cas, j'arrivais plus à accrocher. Genre, je suivais plus le scénario, je comprenais plus. Bref. Succès commerciaux que constituent Dahmer ou Sex Education par exemple. Ça aussi, c'est un des problèmes des séries. Hein. Mais c'est pas une écriture à négliger. C'est que si ta série est excellente, les gens, ils vont remater la saison avant pour se faire un souvenir et regarder la saison qui va sortir. Ça arrive, mais quand les séries sont excellentes, genre Game of Thrones, il y a plein de gens, quand une saison sortait, ils se refaisaient Game of Thrones. À chaque fois. Et donc ça marche. Mais c'est pas le cas de toutes les séries. Il y a beaucoup de séries, les gens ont la flemme de se regarder un récap ou une saison pour poursuivre. Et moi, ça a été mon cas avec Dark. Donc j'avoue que moi, je suis quand même pour la formule où tu fais un résumé en début de saison. Moi, je trouve ça important. De toute façon, c'est même pas un truc propre aux séries. C'est un truc que tu peux faire aussi dans le manga, c'est un truc que tu peux faire dans la BD. Et il faut de la motive pour GOT. Bah, les gens étaient motivés. Oz, tu as aimé, je sais plus ce que c'est. Mais, ouais, bref. Ozark, on est bien d'accord. Attends. C'est Oz ou Ozark? Moi, la série dont je parle et qui était éclatée, c'est celle où il y a un meuf. Il y a une meuf, finalement, c'est un ange. Et elle est enfermée dans un espèce de bunker avec d'autres gens qui ont des pouvoirs télépathiques. Et ils s'enfuient. C'est quoi cette série? C'était Oz ou Ozark? Pas Ozark, c'est Oz. Mais c'est quoi cette série? C'est OA. Ah oui. Putain, j'ai confondu. Oui, du coup, OA. Je parlais de OA, moi. OA, c'était éclaté. OA, la saison 1, elle était bien. Mais la saison 2, c'était... Qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait? Où est-ce qu'on est? Bref, mais donc je parlais de OA. C'était ça que j'ai lu avec ma daronne et... Bref. Sauf qu'encore une fois, sans vrais chiffres, cela restait jusqu'à présent difficile à définir, et Netflix mettait tout en œuvre. Et ça, j'ai l'impression que ces séries-là, c'est le même problème que dans l'industrie du manga, c'est que des fois, les gens, ils te balancent une série, et en fait, ça marche bien, et il faut qu'ils fassent une suite, et ils ont pas prévu, et du coup, on s'emmerde, et il y a un problème de rythme, et c'est pour ça que les gens n'aiment pas One Piece. Heureusement que One Piece sort en live action, voilà. Pour garder ce secret le mieux scellé possible. Mais avant de se pencher en profondeur sur cette problématique des chiffres, je voulais revenir sur la stratégie innovante de Netflix concernant le succès ou l'échec des séries qu'il diffuse. Premièrement, par son mode de diffusion, qui va lui permettre d'encaisser plus facilement les échecs et de faire en sorte qu'il passe inaperçu. En effet, on l'a déjà... C'est quoi cet avis de Golemont sur One Piece par contre? Désolé, mais si t'as été gosse et que t'as eu le temps, à l'époque où tu te curais le nez, et tu te couchais à 22h parce que ta daronne te l'exigeait, t'avais le temps de mater One Piece, je comprends que tu kiffes One Piece. Malheureusement, ce temps est révolu pour beaucoup, et mater One Piece, c'est quand même un problème. Même lire les mangas, ça fait beaucoup. Donc désolé, mais moi je suis trop heureuse que le live action y sorte, parce que tout est condensé, et c'est tant mieux en fait, parce que cette histoire mérite d'être racontée, elle est très bien. Mais par contre, bordel de merde, j'ai envie de faire des choses de ma vie. J'ai envie que mon temps me serve à faire des choses. Pas à mater 300 épisodes filler entre deux moments d'action intéressants. C'est dit, le géant américain diffuse en one shot. J'ai tout revu avec un pote, on a mis 2 mois. Ah ouais, mais tu sais que Macron il va retirer le RSA là. Faut être découpé en deux On a parties. conscience quand même. C'est serré. C'est pour inciter au binge-watching, etc. Et ça enlève surtout du poids au flop. En effet, auparavant, quand une chaîne de télévision diffusait une série, elle devait définir une case horaire, un créneau durant lequel chaque semaine, un ou plusieurs épisodes seraient dévoilés. Ça comportait un risque majeur, car si le programme ne rencontrait pas le succès attendu, la chaîne devait continuer à subir son échec la semaine suivante. Parce qu'en effet, la déprogrammation, en tout cas en France, est strictement encadrée. Charmed. Ah putain. Et les chaînes ne peuvent pas simplement annuler un Buffy c'était bien. Même si j'ai jamais trop suivi, mais c'était bien. programme qui ne marche pas assez. Déjà car une partie des gens vont vouloir avoir la fin de leur série, mais également car le CSA interdit la modification de la grille des programmes sur 3 semaines à moins d'une énorme chute d'audience par rapport à la moyenne de la chaîne sur ce créneau horaire. Une série qui échoue à la télévision, c'est une perte sèche d'audience sur plusieurs semaines, et donc d'annonceurs. Ah, toutes les séries comme ça là. Et de revenus. Une série qui bide sur Netflix, c'est simple. Ah, moi ça me sort par les trous de nez, je peux plus regarder des séries TF1, W9, où à chaque fois c'est... Il y en a une qui m'a saoulé, c'était Castle, sur TF1. Ah ça y est, moi ça m'a vacciné. Quand j'ai regardé quelques épisodes de Castle un soir, je me suis dit, ah ouais,
Ah ouais, non, j'ai plus envie de voir ce genre de série, j'en peux plus. de la communication et une incitation à l'abonnement moins fort. Après, il y en a une que j'aimais bien, c'était Miss Marple. Parce qu'on avait un délire avec ma sœur, on l'aimait trop, Miss Marple. Elle était là, elle était un peu genre pince sans rire, avec son petit air de vieille dame là, on aimait bien. Les gens payent exactement le même prix à la fin du mois qu'ils regardent la série ou qu'ils ne la regardent pas. D'autant que même s'ils ne rencontrent pas un franc succès, le programme va malgré tout venir. Castle était sur France 2. Ok. J'ai retenu TF1 parce que je me suis dit c'est très TF1 corps. Non, après il y a une autre série comme ça que j'avais bien aimé à un moment, c'était avec l'handicapé là. Comment ça s'appelait? Kane, je crois que ça s'appelait Kane. La saison 1 était bien. La saison 1 de Kane était bien, mais après c'était chiant. Comme beaucoup de séries. Remplir le catalogue. C'est rare quand même qu'une série de type... comment on appelle ça déjà? Les séries un peu cheap produites par les télévisions. Téléfilms. Les séries de type téléfilm, c'est rare quand même qu'elles soient bien. Moi, de souvenir, il y en a une qui m'a vraiment surprise. C'était une série téléfilm anglaise. Vous vous souvenez de ça? Avec un petit garçon qui meurt. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à kiffer. Un feuilleton, ouais. Tout le monde s'est mis à mater ça à un moment. Comment ça s'appelait déjà? Je sais plus. Monk, c'est pas ça? Je sais plus. Le petit Miskinou Marcelino? Mais non, rien à voir. Je crois que c'était... Broadchurch? Ouais, voilà, Broadchurch, c'est bon. De la plateforme et continuer à engranger des vues après sa sortie. Netflix donne alors l'impression d'adopter la stratégie du die and retry. C'est une technique bien connue des joueurs de jeux vidéo qui consiste simplement à accepter de mourir de nombreuses fois dans un niveau jusqu'à déceler tous les pièges et le réussir. Ainsi, chaque mois, voire J'ai pas suivi, pourquoi il parle de die and retry? même chaque semaine, de nombreuses nouvelles séries ou nouvelles saisons sortent. Ah, en mode les séries, c'est comme des die and retry, elles essayent, elles meurent. Ok. Il y a énormément de tentatives. Ah ouais, mais le problème c'est que... Ouais. En fait, c'est pas le fait. En fait, c'est trop bizarre comme stratégie. Genre, en fait, ça me fascine parce que les studios, sous prétexte de pas forcément vouloir jeter de l'argent par les fenêtres, cancellent des séries. Et leur stratégie, c'est de pondre en masse plein de séries dans l'espoir qu'au moins il y en ait une ou deux où les gens ils accrochent par miracle. Quand bien même le scénario c'est de la merde, quand bien même on sait pas trop où ça va, mais il y en a une ou deux qui ont peut-être passé. C'est bizarre en fait. Pourquoi ne pas bosser sur des meilleures séries en fait? De genres différents pour des publics différents. La majorité ne C'est pas compliqué d'avoir un bon scénariste. On l'a vu, il y a des très bons... Je sais pas, je comprends pas. Viennent pas à être un succès, mais ils sont très rapidement annulés ou évacués, comme Midnight Mass ou Jupiter's Legacy, qui ont été annulés dans la foulée de leur sortie. Ce qui va permettre d'offrir un équilibre à ce système qui accumule de nombreux échecs, ce sont les hits. Quand je parle des hits, je ne parle pas des succès, mais des méga succès. Squid Game, Stranger Things, La Casa de Papel, ce graphique représente le nombre d'heures totales de visionnage par semaine qui émane du top 10 de Netflix. Ah ouais, on est sur du 600 millions? 600 milliards? Millions, faut pas abuser. Millions. Ça nous permet d'avoir une petite idée de l'audience moyenne de la plateforme de juillet 2021 à novembre 2022. On voit clairement les hits apparaître et porter l'audience globale. Il s'agit de Squid Game en octobre 2021 Ok, hyper intéressant ce graphique. et de Mercredi en novembre 2022. On Mais les autres c'est quoi? aperçoit également la saison 4 de Stranger Things Ok. en mai, Dahmer, il a fait un pic aussi. juin 2022. Une véritable dépendance Trop intéressant. à ces hits se dessine ici. Et cela montre aussi, et confirme ce que je disais un peu plus tôt, que contrairement aux chaînes télé, qui ont des deals avec des publicitaires qui se basent sur l'audience quasi quotidienne, Netflix, grâce au système d'abonnement, peut se permettre d'avoir une audience extrêmement irrégulière, notamment à cause des flops. Ah oui, cette série là, tiens, voilà, ça j'en parlais, nique ta mère toi. Cependant, cette stratégie Ta mère, série de merde. est en train Tu m'as eu. En fait, c'est ça. Moi, je déteste ça. C'est pour ça que je regarde de moins en moins de séries. C'est parce que je déteste le truc de. Je prends du bon temps et j'ai l'impression de me faire baiser. Parce que je regarde 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. Et à la fin, je me dis, mais c'était de la merde. J'ai perdu une journée à mater cette merde. Je suis dégoûté. Déjà que j'ai du mal à gérer mon temps.
Déjà, j'ai des problèmes pour me concentrer et de procrastination. Alors en plus, quand je me lance dans une série, je me dis que ça vaut le coup parce que je vais pouvoir en parler, ça va m'inspirer, ça va me donner peut-être des réflexions autour du scénario, de qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, pourquoi l'histoire marche ou pas. En fait, je me fais juste baiser, ça m'énerve. De montrer ses limites. Premièrement, l'annulation. Alors que les animés, c'est moins risqué. Mais t'es fou, toi, Bamban, toi. T'es malade, toi. Ou même l'absence Les animés, tu peux te faire baiser, mais tellement facilement par un animé. Arrête. très rapide de communication des séries qui ne trouvent pas immédiatement leur public empêche celles-ci de profiter d'un véritable Je veux dire, bouche. les animés ont exactement le même problème. C'est-à-dire pondre en masse des tas de trucs en espérant qu'il y en ait un ou deux où ça accroche. Et encore, les animés, je trouve qu'ils s'en sortent mieux parce qu'il y a des vrais studios qui ont compris comment faire des bangers et qui essayent de faire des bangers. Et là, il y a 50% de chances que ça soit un banger. Genre Mappa, ils font un truc, il y a une chance sur deux que ça marche. C'est déjà énorme en fait. À oreille. L'étude intitulée The impact of online word of mouth on television show viewership and invited you shape temporal dynamic. démontre que lors de la Je parle des animés de 12 épisodes. Oui, à la limite, je peux concevoir que tu te sens moins baisé de ce point de vue-là. Ouais. Bah, le dernier que j'ai vu comme ça, c'était... c'était le truc où le mec il redevient enfant et il veut résoudre une énigme dans son école. C'est quelqu'un qui m'avait dit de mater ça en stream et j'ai regardé. Et j'ai bien aimé. Et franchement, ça me rassure que ça soit 12 épisodes. Erazed, ouais, c'est ça. diffusion des premiers épisodes d'une série, le bouche à oreille a un impact quasi Ouais, c'était bien Erazed. C'était quartier lointain de Taniguchi, mais en mieux. Enfin, en pas chiant. inexistant. Or, c'est au milieu de la diffusion de la série, donc au bout de plusieurs semaines, que ce dernier devient vraiment efficace. Si l'étude s'appuie évidemment sur une diffusion traditionnelle, donc pas le binge-watch proposé par Netflix, elle souligne l'importance de Lâche ça sur Taniguchi. Moi, je suis désolé. Taniguchi, en fait, vous voulez vraiment mon avis sur Taniguchi ? C'est comme, en fait, si je devais comparer le manga et tous ses auteurs à la télévision, Taniguchi, c'est des racines et des ailes. Voilà, mon avis sur Taniguchi. ce fameux bouche à oreille dans le succès de certains programmes, et surtout qu'il faut pouvoir leur laisser du temps pour trouver leur audience. The Office US aurait sûrement été annulé par Netflix après sa première saison, au retour mitigé et aux audiences décevantes. Des séries cultes comme Game of Thrones ou Sherlock ont eu des démarrages difficiles, ce qui est impossible avec cette stratégie. Sherlock, j'ai essayé, j'ai maté 1 ou 2 épisodes. J'ai pas accroché non plus. Justement trop téléfilm. Bah, je m'emmerdais. La plateforme ne peut plus se permettre de simplement balancer des séries en priant pour que ça marche. Et c'est vrai que la plupart des succès actuels se reposent avant tout sur la hype des spectateurs, Putain. l'attente autour Moi, je suis dégoûté, mais prenez-moi comme scénariste, Netflix. Moi, je ferais des bangers. Si vous voulez, je vous fais des séries avec des LGBT que les droitards arriveraient à bien aimer. Je me donne ça comme challenge. un programme. Le meilleur exemple est l'engouement autour du phénomène Barbenheimer qu'on a eu cet été. Cependant, c'est une arme dangereuse car cette attente Barbenheimer, j'aime bien. va aussi pouvoir générer beaucoup plus de frustration et de retours négatifs. En vrai, moi, j'aime bien s'il y a une hype autour de Oppenheimer, ça me rassure parce que ça va faire ressurgir un type de film que j'aime énormément, qui sont les films historiques un peu romantisés, mais qui essayent de traiter d'un sujet d'histoire un peu précis, comme le film qu'il y a eu sur Alan Turing, les trucs comme ça. J'aime bien. C'est vraiment des bons films, quoi. Et il y en avait plus trop ces derniers temps. Si ça revient, c'est bien. Si le résumé T'aimes bien les biopics ? Bah, les biopics historiques avec des figures. Tu vois, enfin, je suis désolé, il y aurait tellement de trucs stylés à faire. Genre un film sur Thomas Sankara. Let's go, frère. Moi, je veux voir ça. Je veux voir des biopics un peu historiques, politiques. Let's go. n'est pas à la hauteur. Je vous renvoie à ce sujet, à la vidéo de Marketing Mania qui en parle à propos du jeu Cyberpunk. Or, Netflix a besoin de hype. On l'a vu, c'est au centre de son modèle économique et d'audience. La plateforme a besoin chaque année d'une série phénomène pour maintenir les gens abonnés et bénéficier d'une couverture médiatique importante. Ah oui, Omar, il m'a fait bug aussi, bien sûr. Cela pousse le N Rouge à lancer régulièrement de gros projets, créant de fait une attente chez les gens. Dernièrement, One Piece est l'exemple parfait, avec une des œuvres les plus populaires au monde, jamais adaptée Let's en go. live action, un budget faramineux, une Nanani, campagne de nana. communication massive. Et il ne Nanani, compte pas s'arrêter là avec les futures adaptations d'Avatar, ou même de Narnia, par Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. Cette stratégie, tout à fait logique, met cependant en évidence la difficulté que Netflix a d'être au niveau des attentes qu'ils ont eux-mêmes créées. Ils sont excellents pour créer une nouvelle demande insoupçonnée chez les spectateurs, notamment. T'attendais que ça en vraie moufette. Non, parce que comme vous le voyez, j'ai plein d'avis sur plein de séries et généralement, moi en fait, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai du recul en fait sur
sur comment t'écris un scénario, ce qui fait que ça marche ou pas, et le fait qu'une industrie en produise plein, et que leur strat c'est de pondre plein de trucs en espérant que ça passe. Il y a beaucoup de choses. Je pense que j'ai des choses à dire là-dessus, moi ça m'intéresse. Grâce à des données de ciblage très précises. Je veux dire, raconter des histoires, c'est ce qui m'intéresse dans la vie. Donc. Et créer une série phénomène attendue sur plusieurs années est un autre défi qui paraît encore plus difficile à surmonter. Les échecs seront alors moins facilement pardonnés et peuvent même, à terme, ternir l'image de la marque, ce qui est déjà le cas au niveau des adaptations par exemple, en s'associant à des licences. Alors je suis pas d'accord. Tu peux ternir de l'image. En fait, tu peux ternir l'image de la marque si tu fais des adaptations ratées. Parce qu'il y a une fanbase qui attend de ta part que tu fasses un produit, et c'est surtout parce que maintenant que tu as repris les droits de One Piece, si One Piece, ton adaptation, c'est de la merde, mais il n'y a aucun studio qui va adapter One Piece parce que c'est toi qui as les droits maintenant. Et vu que t'as chié une bouse, personne peut corriger le tir. Donc t'as flingué une licence. Et c'est pour ça que les gens sont aussi en colère contre les adaptations ratées. C'est parce qu'ils ont conscience que maintenant que les droits sont en possession d'une industrie qui en a fait de la merde, le tir ne pourra pas être rectifié. C'est comme avec The Witcher. Genre demain, tu vas pas... Genre The Witcher n'est plus une licence qu'un autre studio pourrait racheter pour faire une série. Maintenant qu'ils ont fait 3 saisons éclatées. Et c'est ça qui fout le seum. Et en plus, ça fout d'autant plus le fait qu'il y a une attente de la part des fans qui sont déjà là de base, en fait. Parce que quand tu fais une série comme ça, quand tu fais une adaptation, ben, en fait, tu l'as fait parce que du point de vue rentabilité, tu vas aussi t'asseoir sur une fanbase qui est déjà constituée. Et alors si derrière tu leur fais une putain de série où en fait c'est Yennefer le personnage principal et elle fait des trucs un peu féministes libéraux à chier, désolé de le dire hein, et je suis pas conservatrice spécifiquement de le dire, mais c'est à chier. On s'emmerde en fait dans The Witcher. C'est désolé. Tu veux pousser un agenda politique en mettant des sujets un peu plus féministes, pourquoi pas? Mais tu peux le faire avec le matériau de base de The Witcher. Hein. Il y a des moments dans The Witcher où ça s'y prête. Tu peux modifier certaines choses, sans pour autant faire de Yennefer le personnage principal, alors qu'elle a pas du tout de storyline qui est constituée, si bien que la série commence à partir dans toutes les directions, parce qu'en voulant faire de Yennefer le personnage principal, l'histoire n'a aucun sens. Et du coup, ça se retrouve à essayer de bricoler une histoire qui n'a pas de sens, juste pour avoir putain de Yennefer en perso principal. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Très populaire, et en augmentant considérablement les budgets de ses séries, Netflix va à l'encontre de sa stratégie dont j'ai parlé plus tôt, du die and retry. Yennefer gueule de travers ou Yennefer des bodegas de la marina? Non, Yennefer gueule de travers. Mais de toute façon, en fait, ce qui est tragique avec les séries, c'est que les adaptations, c'est rare de rater le début. Vous avez remarqué ça dans une série? Est-ce qu'il y a des séries qui arrivent à se planter dès l'épisode 1 ou 2? C'est rare, hein. Parce qu'en fait, tout ce qui est nouveau, tu t'arrives à l'ingérer. C'est quasiment impossible de se foirer dès l'épisode 1 ou 2. À moins de faire vraiment un truc horrible, quoi. Mais bon. Resident Evil de Netflix, bah je l'ai pas vu, j'étais même pas conscient qu'il y avait une série Resident Evil, j'avoue que je savais même pas. Il sera impossible pour la plateforme de cacher ses flops et de simplement passer à autre chose. Les enjeux sont trop grands. Ils modifient alors un peu leur stratégie, et pour une fois, cette dernière semble payer. En 2022 déjà, l'adaptation de Mercredi, la famille Addams, partie... Mais ça, je sais pas si ça vaut le coup que je regarde, parce que en fait, je me dis, ça va peut-être pas m'intéresser. Genre, l'histoire, je sais pas, c'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est bien ou pas, ONSD? Tim Burton montrait bien cette volonté par la plateforme de s'imposer avec des grosses productions visant... Après j'avoue que Tim Burton, j'aime bien l'univers un peu Tim Burton, ça me manque un peu, c'est vrai. Un très large public à partir de licences connues. Cette décision, qui a aussi abouti à One Piece, s'explique par la concurrence qui s'est appuyée sur des séries d'ampleur inédite, mais aussi par les échecs que Netflix a connus depuis plusieurs années au moment de vouloir lancer des franchises sans vraie licence derrière. Jupiter's Legacy était vendu comme le nouveau programme événement basé sur les super-héros qui cartonne actuellement. Ah ouais. Avec un budget de près de... Le dernier truc de super-héros qui pour moi vaut le coup, c'est Invincible, et d'ailleurs il y a la saison 2 qui sort dans quelques mois. Invincible, j'attends beaucoup, parce que j'ai vraiment kiffé.
200 millions de dollars, elle a été annulée après la première saison. Il en est de même pour Altered Carbon. Genre Invincible, c'est déjà culte en fait pour moi. Think Mark. Désolé, c'est culte. La série de science-fiction qui n'a pas survécu sa deuxième saison et dont le budget était énorme, ou encore Hemlock Grove, la série d'horreur que même Netflix a admis avoir été un flop. Et le pire, c'est que ça ne date pas d'hier. Vous ne vous souvenez sûrement pas de la série Marco Polo, et c'est normal. En 2014, la plateforme... J'ai jamais vu, mais j'ai hésité à la regarder à une époque. Alors en pleine expansion... Et je crois que ça avait très bien marché la première saison de Marco Polo. Entend frapper un grand coup avec une nouvelle Il y a série des potes qui mataient ça. Rivaliser avec Game of Thrones. Sauf que ça ne va pas exactement se passer comme prévu. La série, produite par la Weinstein Company, avant l'affaire MeToo, avait comme objectif de permettre à Netflix de s'étendre en Asie et d'avoir un vrai hit à plusieurs millions de dollars. Okay. Mais les retours négatifs et l'absence d'engouement populaire autour du show ont très vite mis fin à l'aventure. Pour One Piece... En même temps, bon... Tu veux t'étendre à l'Asie, mais je sais pas si le héros principal est un colon en Asie. Bon, je sais pas si... Bon. Ça semble Je sais pas si c'est ce qui va leur plaire le plus. Visiblement beaucoup mieux se dérouler, et il était temps. Pour moi, la plateforme se doit de refaire sa réputation, et cela passe par des succès d'estime avec des gros projets, mais dites-moi ce que vous en pensez, et quelle vision vous avez aujourd'hui de Netflix. Est-ce que c'est plutôt un service que vous utilisez pour regarder des petits documentaires ou des petites séries sans prétention, ou est-ce que vous en attendez justement des grandes séries événements aussi? Ouais, moi c'est plus ça. J'attends la série événement pour retourner sur le site, sinon je m'en branle. Je pense alors qu'elle doit se défaire de son image de série. De temps en temps, je cherche s'il n'y a pas il y a pas un vieux manga que j'ai envie de voir. Je regarde s'il est pas là, et généralement il est pas là, donc bon. Avec peu de budget, principalement pour ados. En tant que mastodonte et numéro 1 des plateformes, Netflix se doit de rivaliser avec House of the Dragons et Last of Us d'HBO, ou encore Rings of Power de Prime, Last of Us c'était bien. Qui ont réussi à créer véritablement l'événement. On l'avait dit, à leur arrivée, les concurrents et leurs licences avaient le potentiel de... Et moi j'ai déjà dit mon avis sur The Last of Us, c'est que trop condensé. Et le problème principal de la série, c'est que du point de vue scénaristique, la menace principale, ce sont les zombies, et c'est ce qui donne du poids à la fin à la décision. Alors sans spoiler, à la décision qui est faite par Joël et en fait pourquoi c'est badant quoi, à la fin de la série. Et le problème, c'est qu'en fait tout au long de la série, il y a un parti pris qui est d'abandonner le fait que les zombies soient aussi présents. Je peux comprendre qu'on veuille mettre plus l'accent sur les êtres humains et leurs relations. Mais alors, spoiler, t'aurais rajouté un épisode de plus pour étaler un peu plus l'intrigue. T'aurais pu, dans chaque épisode, mettre 4 ou 5 minutes où il y a des petites péripéties avec des zombies. Pas des trucs compliqués, hein. Parce qu'en fait, dans le jeu, ça avait quand même un impact. Genre, quand t'arrives dans la ville, dans le dernier acte, et que tu traverses un souterrain, où tu as littéralement 3 blotters et des tas de claqueurs, c'est là que c'est ce qui met la prémisse de ok, ce monde est foutu. Tu vois, c'est ce qui te met cette idée dans la tête. Et donc la fin, elle arrive avec d'autant plus d'importance que tu as constaté que ce monde était foutu. Alors quand bien même la série se dit on va peut-être se faire chier à montrer une énième fois des zombies, alors qu'il y a plein de séries qui l'ont fait avant, et nous on veut faire une série qui s'intéresse aux êtres humains dans l'apocalypse plutôt qu'à la raison de l'apocalypse, je suis d'accord, ça peut s'entendre, mais c'était pas pour autant intelligent de complètement sacrifier à ce point-là la partie zombie. Ça méritait d'être beaucoup plus présent en fait. Ne serait-ce que les personnages qui se baladent dans une plaine, et d'un coup ils passent à côté d'un ravin, et dans le ravin il y a 20 zombies. Et ils sont là en mode... Et t'as un plan sur Joël qui est en mode... Ah ouais. Tu vois, juste ça. Tu mets juste des petits plans comme ça. Ok. Genre, je sais pas, par exemple, la scène à l'université où Joël, il tombe et il se retrouve dans un bourbier où il y a plein de zombies dans les chambres d'étudiants. T'aurais mis cette scène, ça... Bon, bref. Je trouve que c'est ça qui fait que la série, elle floppe un peu sur sa fin. Elle a pas autant d'impact. Mais sinon, ça reste une très très bonne série. Hein. Moi, j'attends la saison 2 de fou. Bref. Détruire la plateforme originelle. Elle a résisté tant bien que mal, mais il est temps pour les séries Netflix de passer dans une autre dimension. Mais cette fois, l'erreur ne sera pas permise. D'autant plus que l'ère de l'opacité et du secret des audiences, et donc merci Jara, de la dissimulation des échecs,
touche peut-être à sa fin. Depuis le lancement de sa plateforme de streaming, l'entreprise américaine se repose énormément sur les données. Chaque fois que vous regardez un contenu, chaque moment où vous faites pause, chaque fois que vous lâchez une série, chaque clic ou mouvement sur votre télécommande, Netflix le sait. On l'avait vu. Alors attends, Vilou qui dit, ils ont cette super idée de veine dans le sol qui capte l'info et envoie des données aux infectés endormis, ça permet de créer du suspense, tu dois marcher prudemment sans écraser des racines, et c'était pas dans le jeu. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est une mécanique scénaristique qui fonctionne dans un film, et dans un jeu, non. Genre dans un jeu, tu construis un niveau, tu fais du level design, tu mets un certain nombre d'ennemis, tu vas pas forcément mettre tout le temps, à part certains jeux. Ça peut être une mécanique un peu à la Monsieur X. C'est-à-dire que si tu marches sur un truc, t'as une vague de zombies qui est l'équivalent d'un Monsieur X dans Resident Evil. Ça veut dire que tu sais que tu peux pas la buter. Tu dois juste essayer de t'enfuir. Ou alors comme dans le jeu là avec les mineurs, et quand t'as le fantôme à la fin du niveau, et le fantôme te one-shot. Et c'est fin de run. Tu vois, c'est un peu cette mécanique-là. Pourquoi pas ? Mais dans The Last of Us, ça n'avait pas de sens. Et c'est une mécanique qui fonctionne plus pour un film, parce que ça permet de créer ce truc de ok, on veut un moment d'action où tous les zombies arrivent, et ben ils marchent sur une racine, hop, tous les zombies arrivent. Voilà, ça crée une mécanique de cinéma, tu vois. C'est même de cette manière qu'ils construisent certains programmes, par le biais de profils types d'utilisateurs qui partagent des goûts et intérêts communs. C'est ce qui s'est passé pour House of Cards par exemple. Bref, ils savent avec exactitude l'audience de chaque série et film. Pourtant, contrairement à la télévision, au cinéma, à la radio, voire Oh, attendez, on voyait des stats hyper intéressantes là. l'audience de chaque série et film. Pourtant, La disparue du lac noir, Tout nous sourit, Capital. Ok. Et contrairement surtout, j'ai vu un truc qui m'a déçu. La Maison du Lac, Candice Renoir. Ah ouais, Candice Renoir, ça marche, hein. à la télévision, Mais par contre, Faites entrer l'accusé. Ah, mais c'est sur RMC. Ah, c'est pour ça. Parce que Faites entrer l'accusé, 2% d'audience. Non, c'est pas possible ça. Faites entrer l'accusé, c'est un banger. Enfin, c'est bon. Bref. au cinéma, à la radio, Ça a fini dans un texte de Caris. voire même à cette De Caris ou de Booba, je sais plus. vidéo YouTube, nous n'y avons pas accès. De Ce Booba, choix je crois, découle d'une stratégie évidente qui permet de cacher facilement les échecs, mais aussi les succès. En effet, on voit régulièrement Ah oui, c'est passer fini. des articles de médias qui reviennent sur les plus gros fours au cinéma cette année, de même pour les audiences télé. Or, c'est impossible pour Netflix. Personne ne sait exactement combien d'utilisateurs ont regardé la dernière saison de You ou de Cursed avec Catherine Langford. C'est donc utile pour garder la maîtrise de la communication et surtout de l'annulation et du renouvellement des séries. Les fans ne peuvent pas argumenter puisqu'ils n'ont pas accès aux résultats et même pire, les producteurs non plus. Plusieurs personnes ayant travaillé pour l'entreprise ont affirmé avoir été dans le flou vis-à-vis du nombre réel de personnes qui avaient regardé leur programme. Cela offre un atout de poids pour Netflix Ah ouais, c'est leur pouvoir. pour négocier une saison 2 par Bien sûr. exemple, car ce sont les seuls à savoir la vraie valeur de la série et Ah, c'est horrible. Oh là là, les réunions, ça doit être un bad. En fait, la seule manière de sentir l'impact de la série, c'est les réseaux sociaux. Je comprends qu'ils soient les yeux rivés sur Twitter, les acteurs et les créateurs de la série. Parce que c'est leur seule manière d'avoir un feedback. Ça fait beaucoup plus de sens, hein. Twitter est leur feedback, en fait. Twitter, Reddit et compagnie. Et YouTube, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de critiques de trucs en Amérique. Mais ouais. Ah putain, ça fait bader. C'est-à-dire que t'es là, t'as fait ta série, tu te dis que tu t'es pas trop mal débrouillé, peut-être ça a floppé. Et là, t'es face à un mec de Netflix, il te regarde avec un grand sourire, et lui, il sait si ça a floppé ou pas. Quel bad, hein. à pouvoir la comparer avec les autres et donc définir son budget. C'est d'ailleurs une des revendications de la grève des scénaristes qui frappe actuellement Hollywood, à savoir cette absence de transparence sur les chiffres. Ouais. Vous avez sûrement suivi que les En plus, ça permettrait aux scénaristes de mieux faire leur travail. Parce que les scénaristes, moi, je dis pas que c'est une formule magique. Je veux dire, dans ce truc de est-ce qu'on peut se passer des scénaristes, j'ai presque envie de dire que oui, il y en a certains dont on peut se passer, parce que ils ont quand même produit des bouses, hein. À l'époque où les scénaristes étaient importants, ils ont quand même produit des bouses. Donc ça fait pas tout un scénariste, mais un scénariste c'est un humain, c'est quelqu'un qui doit s'améliorer. Donc avoir un feedback précis sur pourquoi ça marche pas, qui a regardé et les avis que les gens ont sur sa série, moi je trouve ça bien. Et qu'ils aillent bien se faire enculer, tous les petits scénaristes, tous les game développeurs qui passent leur vie sur Twitter à dire « Oh nana, le retour critique du jeu vidéo que nous avons fait est vraiment infernal. Les fans veulent vraiment... Ça y est. » Moi j'ai vu ça avec les jeux type Assassin's Creed et compagnie. Ubisoft, ils sont en roue libre, hein. Les développeurs d'Ubisoft qui passent leur temps
à se plaindre du fait que vous en avez tous pour Elden Ring et compagnie, alors que nous on essaye de faire des bons jeux et de gagner notre vie, ta gueule en fait. Les Ouais. scénaristes et les acteurs manifestent actuellement pour défendre leurs droits. Parmi leurs réclamations se trouve une meilleure protection contre l'intelligence artificielle, mais également une révision du mode de rémunération des droits d'auteur de la Faut part voir dans quelles conditions ils ont du pont de leur bouse aussi. Bah, d'où l'intérêt de faire des studios indés, hein, au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, c'est bon, hein. Ce truc de « Oh là là, on va devenir pauvre si on fait de l'indépendant. Et tu ne comprends pas, nous devons vivre. » Récemment, il y a eu quoi ? Il y a eu Baldur Gaze. Faites mieux. Allez-y. des plateformes. En effet, en temps normal, les membres de la production d'une série avaient une partie de leur rémunération qui dépendait du succès de celle-ci, en fonction des audiences. Or, Netflix, Prime Video ou même Disney+ ne les dévoilent pas. Ils proposent donc un tarif fixe, considéré comme trop bas par les grévistes, et qui ne prend pas en compte la réussite des programmes. Tout simplement car donner un revenu dépendant de l'audience reviendrait à communiquer La semaine c'est indé, oui. indirectement dessus, ce que Netflix veut éviter. Les seules communications publiques du géant de streaming concernent évidemment les succès et sont toujours diffusées en data relative. Telle série est la série en anglais la plus vue de tous les temps. Ce film a battu le record de visionnage en une semaine. Les concurrents le font aussi d'ailleurs. Disney vient d'annoncer qu'Ashoka, la nouvelle série Star Wars, avait réalisé 14 millions de vues dans le monde et était la série la plus visionnée sur Disney+ en ce moment. Sauf qu'on ne sait pas vraiment comment sont calculés les 14 millions de vues, ni combien ont fait les autres séries, donc difficile de comparer. Et sur En fait, bon, son épisode finalement il tourne beaucoup autour du nombre de vues, de la transparence et de l'opacité de Netflix, les scénaristes en PLS. Ok, j'aime bien cet angle-là, mais je trouve que ça suffit pas. Le problème des séries Netflix, il y a aussi comme j'en parlais, problème d'adaptation, de scénario, de respect de l'œuvre originale. Et en fait, c'est presque un point sur lequel les néoconservateurs, ils arrêtent pas de parler de Netflix, woke et compagnie, je sais pas quoi. Enfin, même pas les néoconservateurs. Plein de gens ont cet avis-là. C'est presque un avis normie, quoi. C'est un avis psychodélique. Un avis psychodélique de tacler ce genre de série. Non. En fait, je suis désolé. Mais la parano que ce genre de bouse et de stratégie de pondre des tas de séries pas ouf, avec en essayant de mettre ici des trucs un peu LGBT, de mettre par là des trucs un peu genre Wakanda. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, on essaye de choper l'affect d'un public, et le public déjà ne se sent pas respecté parce que c'est une série de merde qui essaye de te choper sur un affect. Tu vois un peu la ficelle, tu te sens pas respecté, tu te sens commercialisé dans ce que t'es. Et en plus de ça, les autres le voient. Et les autres qui sont pas forcément pro-LGBT ou... bref, vous voyez. Donc c'est comme ça que... Moi je suis désolé de la parano qui s'est développée chez tous les gens de « Ah là là, Disney wokiste, Netflix wokiste », elle a sa part de légitimité. C'est moi en fait, en essayant de parler de ça et de développer un discours, c'est là aussi que j'ai envie d'arriver. C'est que c'est pas suffisant de simplement dire à ces gens « Ah bah oui, mais... pourquoi vous vous plaignez un personnage noir dans une série ? Oui, calmez-vous, on s'en fout. » Non. C'est aussi parce qu'en fait, ces gens-là formulent une critique qui est bêtement transphobe, bêtement homophobe, bêtement raciste. Oui, ça c'est leur critique. Mais ce qui les motive a une part de légitimité. Et elle est liée à la stratégie des industries. Comment elles s'y prennent pour produire des séries en masse ? Pourquoi les séries sont aussi mauvaises en termes de scénar ? Et qu'est-ce qu'on y met dedans ? Est-ce que ce qu'on y met dedans, ça dessert pas la chose, tu vois ? Bref. Surtout, il est normal qu'une série qui vient de sortir soit le programme le plus vu de la plateforme. Le contraire serait même carrément inquiétant. Avec Netflix, c'est un peu mieux, mais pas non plus ça. Pendant longtemps, nous avions accès seulement au nombre d'heures vues par les 10 programmes les plus populaires sur une semaine. Le problème, c'est que déjà, ça avantageait de manière évidente les séries plus longues, puisque c'est le nombre d'heures vues total, et surtout, ça n'était pas cumulatif. Donc, difficile de comparer vraiment au global, puisqu'on avait simplement les résultats de la semaine. Et par exemple, selon vous, C'est déjà ça, hein ? quelle série a eu le plus de succès entre la saison 2 de Bridgerton, celle d'Emily in Paris ou celle de The Witcher ? Il est Je sais pas. impossible de mesurer avec certitude un flop ou un succès sur Netflix. Mais c'était sans compter mes vacances. Bah si, succès ou flop critique, du coup.
vacances et mon temps à perdre encore une fois. La plateforme diffuse donc des chiffres du top 10 hebdomadaire depuis juillet 2021 et j'ai réussi à récupérer l'ensemble des données jusqu'en janvier 2023. Parce qu'il y a une différence entre le nombre d'heures vues d'une série où les gens, dans leur globalité, ont maté tous les épisodes de la série, ce qui veut dire que c'est quand même un succès, avec une série qui cartonne en termes d'audience, mais en fait c'est juste les gens qui regardent le premier épisode pour se dire « Oh là là, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble cette bouse », et ils y reviennent jamais. Je veux dire, c'est ce qui a fait par exemple que la série avec, comment elle s'appelle, la Vera de Scooby-Doo a bien marché dans les chiffres. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont maté l'épisode 1 juste pour voir à quel point c'était désastreux. Oui, la série Scooby-Doo là. Bref. J'ai tout compilé et additionné, puis j'ai fait le tri. J'ai enlevé les films et j'ai découpé par saison pour y voir plus clair. Après avoir tout classé, voici le résultat des 150 séries qui cumulaient le plus d'heures de visionnage entre 2021 et 2023. Les résultats paraissent cohérents, sauf certaines telenovelas, qui en raison de leurs très nombreux épisodes par saison, étaient avantagées artificiellement, car elles cumulaient forcément plus de temps de visionnage. Mr. Robot, moi j'ai arrêté fin de saison 2. J'ai senti que ça partait un peu... bon bref. J'ai donc divisé ces chiffres par la durée de chaque programme que j'ai dû aller chercher manuellement pour finalement obtenir un véritable classement des audiences des séries Netflix. Il s'agit à ce jour du classement le plus complet qui existe à ma connaissance. Ok. J'ai également rajouté... Putain mais c'est hyper intéressant. Il s'agit à ce jour du classement le plus complet qui existe à ma connaissance. Squid Game saison 1, évidemment. Wednesday saison 1. Je pensais pas que ça aurait fait autant. Stranger Things 4. Pourquoi le 4 aurait mieux marché que les autres? Money Heist partie 5. Ah oui, mais c'est sur une période de temps récente, ça. The Watcher, The Witcher saison 2, Sex Education saison 3. You saison 3. Ah, You aussi, j'ai lâché. Made in Paris, je connais pas. Ginny et Georgia, je connais pas. Call of Us Dead, je connais pas. Cobra Kai, je connais pas. Fubar. Ozark saison 4. Big Bait. Viking Valhalla saison 1. Ouais, ok. J'ai également rajouté toutes les séries anglaises de 2023. Le classement est donc à jour au 1er septembre 2023. Les trucs éclatés. Moi, je suis désolé. Squid Game, c'était bien. Hein. On en fait un truc un peu genre, ah, c'est vraiment comme dans Squid Game. Enfin, on en fait un peu un mème, mais en soi, la série en tant que telle, avec son côté un peu cuck, elle est bien, quoi. Bon, à part la partie intrigue. En fait, le twist avec le vieux est bien, mais par contre, la morale, le côté philosophique du vieux et de ce pourquoi il fait les choses, c'était éclaté. Mais c'est pas grave, le twist était suffisamment bon pour surpasser le fait que les raisons pour lesquelles le vieux avait fait ça étaient nulles. Bref. Pour la première fois, nous pouvons donc évaluer les succès, les échecs de Netflix et percer ce mystère autour des audiences que le service entretient depuis son lancement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les résultats qui vous étonnent le plus. Personnellement, C'est bon, c'est fini là? Non. c'est la très faible audience d'Heartstopper qui cumule moins de 15 millions de vues qui m'a le plus choqué, au point où j'ai refait mes calculs plusieurs fois pour vérifier, parce que pour moi c'est une série assez populaire. Au niveau des succès, rien de bien Je surprenant. connais pas. On retrouve en tête Squid Game, Mercredi, Stranger Things 4, Dahmer et La Casa des Papel. Le seul qui dénote, Dahmer, c'était pas ouf. Hein. J'ai maté ça parce que un soir, j'avais envie un peu de true crime. Ça m'arrive. Hein. Bon. Oui. Autant lire la fiche Wikipédia. et The Night Agent, sorti en début d'année 2023 et qui fait mieux que Bridgerton et The Witcher et dont j'ai pourtant que très peu entendu parler et visiblement vous... Ah, Mindhunter, moi je suis dégoûté. Hein. Et après, on peut pas négliger le fait que la saison 2 de Mindhunter, elle s'est un peu perdue. Mais par contre, Mindhunter, ça avait tellement de potentiel, je suis dégoûté. En fait, c'est surtout que la série marche pas parce que ça intéresse pas beaucoup les gens. Parce que le pitch de la série, il est assez complexe. Mais c'est un peu... En fait, Mindhunter, je regrette vraiment parce que, comme The Wire, c'est une série où, à mon avis, c'est compliqué au début, mais avec le temps, avec le recul, quand la série aurait fini d'arriver au bout, Mindhunter, ça aurait pu être très très bien. À se revoir dans son entièreté. C'est dommage, parce que Mindhunter, ça valait le coup, quoi. Bref. aussi, si j'en Je crois. suis dégoûté, c'est une des séries que j'attendais, et quand j'ai appris qu'elle était annulée, j'étais dégoûté, quoi.
mon sondage Twitter. Ainsi, pour que One Piece soit considéré comme un succès à sa hauteur, il faudrait qu'il atteigne les 130 millions de vues avant la fin de l'année et que dès cette semaine, il atteigne au moins les 30 millions de vues, sachant qu'il est sorti un jeudi matin, donc son chiffre sera forcément plus élevé que les séries qui sortent habituellement le vendredi. Les premiers résultats tomberont pile au moment où je sors ma vidéo, donc je vous les partagerai sur mon compte Twitter et mon compte Instagram. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais ce classement révèle surtout le secret le mieux gardé de Netflix et qui concerne les flops de la plateforme. On voit apparaître un seuil en dessous duquel les séries à gros budget sont susceptibles d'être annulées. Voilà donc la vraie raison pour laquelle vos séries préférées ne sont pas renouvelées. Les chiffres sont incomplets et en réalité ça dépend aussi beaucoup du budget, mais on aperçoit que ça se joue autour des 30 millions de vues au sein du top 10. Ok. La seule série au-dessus qui a été annulée est 1899, mais c'est sûrement son budget élevé qui nécessitait un succès d'autant plus important. Ouais. À noter aussi qu'il faut prendre en compte que les audiences baissent d'une saison à l'autre, donc l'exigence Ah, ils ont voulu faire une truc Maiden là. est forcément plus importante pour une saison 1 que pour une saison 5 comme Elite. On aperçoit aussi les Wings, Archive 81, Resident Evil, The Midnight Club ou même plus récemment Lockwood & Co, que des séries qui étaient présentées comme de potentiels succès, mais dont on voit qu'elles oscillent entre 10 et 20 millions de vues, bien loin des standards de réussite. Et Le mec s'appelle vraiment Brosse à dents, bah, comme Mario Bros. encore, pour vraiment les qualifier de flop, il faudrait évidemment Archive 81, c'est tellement dommage, je connais pas. C'est bien ça? Du coup, c'est pas fini, du coup, je vais pas regarder. C'est ça qui est dommage, quoi, c'est que du coup, j'ai pas envie de voir. les mettre en comparaison avec leur budget. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Elite est constamment renouvelée, alors que pourtant ses audiences sont passées en dessous des 20 millions de vues, mais simplement parce qu'il n'y a plus le casting de base, donc les acteurs ne doivent pas être extrêmement bien payés, mais c'est surtout parce que une série sur des ados qui se passe dans un lycée, ça coûte forcément moins cher à produire que Resident Evil ou encore les Wings. Bah oui. Aussi, mention spéciale pour Cowboy Bebop et le remake coréen de la Casa de Papel qui ne dépasse même pas les 10 millions de vues. En même temps, pourquoi faire un remake coréen? Vraiment, ça, j'ai été surprise quand j'ai appris l'annonce qu'ils voulaient faire un remake coréen. Je me suis dit, mais bordel. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Bref, et Cowboy Bebop, bah ouais. Et qui sont donc de loin Cowboy Bebop, ça a toujours été ça, hein. Je veux dire, c'est un animé qui est beaucoup sucé, beaucoup aimé. Parfois même surcoté, hein. Un peu surcoté aussi, hein, Cowboy Bebop, hein. On va pas se mentir. Mais en fait, c'est surtout que c'est très niche. Genre, les gens qui se lancent dans Cowboy Bebop, ils sont en mode, ouais, ok. Et puis, à un moment, ils se lancent la série, ils sont à un moment de leur vie où ils ont envie un peu de flâner, ils se posent dans leur lit, ils lancent Cowboy Bebop, et ils se laissent embarquer par le fait que c'est une aventure un peu bizarre. Et ils sont en mode, ok, je comprends. Je pense Cowboy Bebop, c'est une bonne série quand t'es dépressif. C'est là que la série te parle beaucoup. Parce que ça parle de ça, hein, ça parle d'impossibilité. Cowboy Bebop, c'est de ça dont parle la série. C'est quand bien même le côté très coloré, très explosif, la série, ce dont elle le parle, c'est le fait d'être coincé dans ce que tu es. D'être perdu dans le vide, en fait. Relatif au vide de l'espace. Si les personnages, à chaque fois, sur de la musique jazz un peu triste, ils sont dans le vaisseau et ils regardent l'espace et ils pensent à leur passé et ils sont en train de se dire « Putain, je vais quitter l'équipage et aller m'occuper de mes affaires, quitte à probablement mourir ou je sais pas quoi », c'est précisément parce que c'est de ça dont parle la série. C'est du vide en soi, bref. les plus gros flops des dernières années. Je vous laisse l'accès aux documents en description, j'ai même ajouté l'évolution entre deux saisons, ce qui est assez intéressant. Par exemple, Emily in Paris s'est super bien maintenue, avec une baisse de seulement 12% Une série très ok, je comprends. Ouais, bah comme Expérimental là. Pareil. D'audience entre la saison 2 et la saison 3, alors que dans le même temps, You a perdu 25%, donc un quart d'audience, et The Witcher et Elite se sont quasiment... Mais ça m'étonne pas. Désolé, mais une série comme You, elle aurait dû s'arrêter à la saison 1. Ou à la saison 2. On a compris. L'idée a été exploitée. Tranquille.
effondré avec une perte de près de 40% de leurs spectateurs entre 2 saisons. D'ailleurs, je pense que la saison 7 d'Elite sera la dernière si cette baisse se poursuit, et pareil pour The Witcher. On dirait pas comme ça, mais ce tableau m'a demandé plusieurs heures de travail et recense plus de 200 séries diffusées sur Netflix entre 2021 et 2023, même s'il comporte des limites car il est basé uniquement sur le top 10 et donc ne prend pas en compte les séries qui font des vues en dehors du top 10, et pourtant elles continuent à en faire. C'est un outil qui pourra s'avérer extrêmement utile dans le futur pour pouvoir comparer la réussite et le succès de programmes de la plateforme, et c'est la première fois qu'on pourra vraiment le faire. Donc je compte sur vous pour partager J'aimais bien le dessin de ça là, je sais pas ce que c'est. cette vidéo, mettre un pouce bleu et vous abonner, c'est vraiment ce qui m'aide à pouvoir continuer ce que je fais, et c'est très important. Pour conclure, on a vu qu'il était donc de base difficile de définir clairement ce qui constitue un flop ou un succès sur Netflix. Et pour cause, la plateforme repose sur une stratégie complètement innovante et disruptive qui profite de son dispositif pour gérer les échecs plus facilement. Cependant, cette stratégie semble toucher à sa fin. Les chiffres sont de plus en plus accessibles et la concurrence En fait, ça me fait rire parce que d'un coup, il y a un morceau c'est un morceau d'Alpha One, ça, qui se lance, et je pense aux paroles, ça me donnait envie de commencer à dire les paroles, et à chaque fois, je me rappelle du N-word et j'ai dit, ah bah non, le fais pas. commence à se faire rude. Désormais, l'entreprise C'est vrai que je suis en live. Reed Hastings se doit de générer de l'attente autour de titres majeurs, et cela plusieurs fois dans l'année. En ce qui concerne l'absence de transparence sur l'audience, on peut dire que cette époque est quasiment révolue. Entre le classement que j'ai été capable de mettre sur pied grâce à leurs données, l'arrivée des annonceurs avec l'abonnement publicitaire qui vont demander à pouvoir accéder à... Scott Pilgrim, la série adaptée des mangas avec des acteurs du film de L. Ah, c'est ça, c'est Scott Pilgrim, ça. Ah. Moi, j'ai toujours été parce que je ne sais pas ce que raconte Scott Pilgrim. Mais par contre, j'ai écouté l'album de... À l'époque, j'ai écouté l'album de... Merde, comment il s'appelle Pourquoi j'ai oublié son nom? Mais non! L'album de... Bref. des audiences précises, Que dit? ou encore la grève qui a lieu à Hollywood. Netflix ne peut plus se cacher, continue à cultiver le secret comme une jeune start-up révolutionnaire qui garde pour elle une recette magique. Le service est devenu ultra mainstream, va perdre en flexibilité et en opacité. Et ce n'est pas grave, mais je pense qu'il sera intéressant de surveiller les mouvements de Netflix dans les mois à venir, alors que Disney semble petit à petit... C'est quoi le rapport avec Que dit? Mais je crois qu'il parle de Scott Pilgrim dans son album Man on the Moon. C'est un sujet qui revient, je crois. C'est pas un morceau qui parle de ça, même. Je sais plus, Scott versus The World, un truc comme ça, bref. Rétro-pédalé sur sa stratégie all-in sur Disney+, qui n'aurait pas porté ses fruits en termes d'abonnement et de résultats financiers, entraînant l'annulation de séries phares prévues comme Spider-Week, et qu'HBO semble avoir du mal à se faire une place. Certains programmes déjà existants commencent même à disparaître des plateformes pour faire des économies. Le service de streaming rouge a été beaucoup bousculé ces dernières années, souvent annoncé comme mort, mais il tient bon. La plupart des experts du marché affirment que d'ici 3 ans, il ne restera que 3 plateformes. Netflix a fait le dos rond. Ok, quelle plateforme? Netflix, Amazon, c'est sûr, et Disney. Augmenter ses prix tout en limitant la casse pour rassurer ses actionnaires avec l'abonnement avec publicité et la fin du partage. Netflix, Apple, Disney. Bah non. Vous avez oublié Amazon, hein. De compte. Mais il est peut-être temps pour lui. Apple, c'est assez quali. Mais Apple, ils ont pas besoin de se maintenir sur leur priorité, c'est pas d'avoir une plateforme. Netflix, Disney, Apple, ouais, vous dites ça vous. Amazon, ils font de l'AD. Pas sûr, hein. Amazon, faut juste qu'ils se bougent le cul sur l'interface, elle est trop nulle et mal pensée. Ouais. Ils ont quand même des bonnes séries, Amazon, hein. Quelques-unes. Pas grand chose. T'as vu Severance? Non. Seigneur des Anneaux, c'est un flop. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont fait le Seigneur des Anneaux, que c'était un immense flop, hein. Pour vous dire, je n'ai même pas vu la série, hein. Mais je peux dire que c'est un flop. Moi aussi, je me fie à Twitter. De passer une nouvelle fois à l'offensive, après avoir laissé couler la vague post-Covid, et de s'affirmer définitivement comme LA plateforme de streaming ultime, atteindre sa forme finale, produire des séries plus ambitieuses et partager ses audiences. Cela passe par des programmes comme One Piece, Let's go! qui vont être Allez, des méga hits, mais aussi une avance stratégique sur le partage de ces données et un réalignement de la stratégie de diffusion et de communication autour des séries. Netflix doit devenir le pionnier de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour Et d'ailleurs, les gens, je suis en train de faire une BD. C'est parce que je me suis pris la tête pendant plusieurs jours pour essayer de trouver une idée à partir de One Piece. Je me rendais compte que je perdais mon temps parce que j'en trouvais pas.
Et du coup, je suis parti sur autre chose. Mais du coup, ça m'a un peu ralenti. Mais maintenant, je me mets plus la pression. Quand je cherche une idée, je creuse un peu. Je laisse passer quelques jours. Si je trouve pas, je pars sur autre chose. Voilà. Mais du coup, là, je suis en train de faire une BD, là. Et d'ailleurs, après le stream, je vais continuer. Les plateformes, mais rien ne dit que la firme en soit vraiment encore capable. Si vous voulez, je vous fais une preview de la BD contre un certain nombre de subs. If you enjoyed this video, Ouais, je vous montre les 4 premières cases du brouillon. you might like this one about the representation of wealth on Mais the j'aimerais bien trouver une idée sur One Piece. Un truc un peu goofy, une parodie de One Piece. J'ai cherché, hein. J'ai cherché une idée. À un moment, mon idée c'était One Piece. Mais en fait, je trouvais que le jeu de mots c'était trop bizarre, trop alambiqué. Où en gros, c'est Luffy, mais Luffy c'est un vieux monsieur. Il se lève de son canapé en disant « Allez, je veux trouver le One Piece ». Et toute sa famille, en fait, c'est des personnages de One Piece. Et ils sont tous en mode « Oui, allez papy Luffy, on va découvrir le One Piece ensemble ». Et ils partent en voiture. Et en fait, il arrive à l'EHPAD. Et il finit dans une pièce. Et à la fin, il dit « Ah, c'était ça le One Piece. C'est ma famille qui voulait me mettre à l'EHPAD. » Bref. Je me suis dit... Moi, ça me faisait beaucoup rire, mais c'était quand même c'était assez alambiqué comme idée. C'était un peu bizarre. Je me dis, les gens, ils vont pas comprendre la BD. Donc bon. One Piece, l'histoire d'un vieux, un continent. Et j'ai pensé à des jeux de mots comme ça. One Piece avec un clochard, tu vois. Bref. J'ai pas trouvé de... Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais c'est encore dans ma tête, hein, si je trouve un truc... One Piece égale Camelot. Oh. Ça me donne plus envie de regarder la série. Arrêtez, moi je suis traumatisé par Camelot. Hein. On m'a forcé. Enfin, j'étais pas forcé, mais j'étais quand même... J'ai été conditionné à regarder à me binge-watcher avec un ex 6 saisons de Camelot là. Ah ouais. C'était long.